Bonjour à tous, et pour changer un petit peu, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de deck. Pour changer aussi, de nouveau je reviens avec mon logiciel Simple Screen Recorder. Parce que là je me dis pour présenter un deck c'est quand même mieux si je peux filmer les survols de curseur que j'ai pas à faire, les incrustations de toutes les images que je montrerai. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je me suis dit, tiens, je vais faire un deck sur un investigateur qui n'est pas encore sorti. Tony Morgan, c'est le truand de la prochaine boîte. C'est le seul investigateur de cette boîte-là, donc la boîte, c'est les dévoreurs de rêves. C'est le seul investigateur qui était complètement présenté. Bon, je reprends. Oui, donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de Tony Morgan, le truand de la boîte Les Dévoreurs de Rêves, qui est pour le moment le seul investigateur pour lequel on sait tout. On a sa carte d'investigateur, recto verso, on a ses deux cartes avantages, on a sa faiblesse. Alors évidemment, on ne sait pas encore quelles cartes truands seront présentes dans la boîte. Si c'est comme pour la boîte, le cercle brisé, il y aura des cartes qui lui seront très avantageuses. Dans le cercle brisé, il y avait, je sais plus, sur les 4 cartes, je dirais 2 ou 3 qui étaient assez avantageuses pour Preston Fairmont. Là, ça sera peut-être la même chose pour Tony Morgan. Donc, là, le deck que je vous présente, c'est un deck pour l'investigateur de la prochaine boîte en utilisant toutes les cartes disponibles, sauf évidemment les cartes de la prochaine boîte que je ne connais pas encore. Alors, Tony Morgan, moi je le trouve intéressant. En général, j'aime pas trop les truands. Moi, j'aime bien les personnages qui sont très efficaces dans ce qu'ils font. Et les truands, par exemple, ils ont des armes qui sont bien moins intéressantes que les armes de gardien en début de campagne pour 0 point d'expérience. S'il s'agit d'enquêter, les chercheurs sont bien meilleurs. S'il s'agit d'être polyvalent, je préfère l'aspect minimisation de l'échec. Comment on appelle ça déjà ? Mitigation, voilà. Je préfère l'aspect mitigation des survivants pour du solo, et les mystiques, ça varie beaucoup. Un mystique qui a 4 de volonté et 4 d'intelligence, ok, je le prends en solo. Les autres, ça me motive pas trop. Tony Morgan, il a quand même des caractéristiques qui font de lui un bon combattant. Il a 5 de force de base, autant que Mark Harrigan. Il a 3 d'intelligence, ce qui est correct. Avec un petit peu de boost, il pourra enquêter aussi. Et en plus, il a quelque chose d'assez spécial. Alors, je vais quand même vous montrer la carte. Voilà, Tony Morgan, donc je vais quand même le détailler. 2 de volonté, 3 d'intelligence, 5 de force, 2 d'agilité, criminel, chasseur, 9 points de santé, 5 points de santé mentale. Vous pouvez effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour engager ou combattre un ennemi qui a un contrat, je dirais, une prime, voilà, qui a une prime ou plus sur lui. Signe des anciens, plus 2, placez une prime sur contrat. Bon, encore une fois, j'ai pas la version française. Bon, vous verrez après ce que sont ces fameuses primes. Et la construction, très intéressant. 30 cartes. Lors de la création du deck, on choisit gardien, chercheur ou survivant. Il a accès à toutes les cartes truands, à toutes les cartes neutres et jusqu'à 10 cartes de niveau 0 ou 1 qui doivent être soit des événements, soit des compétences de la classe secondaire choisie. Donc il est biclassé, mais voilà, il est biclassé comme deuxième classe, il a le choix entre 3, mais il ne peut avoir que 10 cartes, niveau 0 ou 1, et il ne peut pas y avoir de soutien. Sinon, il a Booty Contracts, 2 copies de ses 38, et Tony's Quarry, j'aurais dû vérifier la traduction. Donc, concrètement, voilà, Bounty Contracts, c'est un permanent qui a 6 primes dessus. Réaction après qu'un ennemi entre en jeu, déplacer 1 à 3 primes de Bounty Contracts sur cet ennemi jusqu'à un maximum qui correspond à la santé de cet ennemi. Forcé après que vous avez vaincu un ennemi avec une prime ou plus sur lui, déplacer ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Donc première remarque,
En début de partie, Tony, il a un permanent avec 6 ressources potentielles. Ces ressources, il va les poser sur les ennemis à leur entrée en jeu, 1 à 3 par ennemi. Quand l'ennemi est vaincu, ben voilà, il récupère sa ressource. Donc il a, tout simplement, il a 6 ressources qui n'attendent que les ennemis, que l'entrée en jeu des ennemis. C'est bien. Si il a affaire à plusieurs ennemis pas trop compliqués à 20, pas trop durs à tuer en début de partie, ça lui fera des ressources. Assez rapidement, ça lui fait quand même 6 ressources, c'est l'équivalent de 2 planques. A noter que chaque fois qu'il obtient un signe des anciens, il rajoute une prime. Donc sur l'ensemble de la partie, Bounty Contracts, c'est... Alors s'il y a peu d'ennemis, ou voilà, je sais pas, ça peut arriver un scénario où il n'y a quasiment pas d'ennemis, oui, peut-être que ça vous rapportera 1, 2 ressources en plus, mais ça peut aussi vous rapporter 8, 10 ou plus. Si vous jouez un scénario qui dure très longtemps, il y a plein d'ennemis, ils apparaissent, vous les tuez, etc. Ça peut vous rapporter énormément de ressources. Autre carte, donc le Colt long 38, il coûte 3, il occupe un emplacement de main, objet, arme à feu, 3 munitions, réaction, après que vous avez joué le Colt 38 long, jouez-en un autre, depuis votre main, gratuitement. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si cette attaque tue un ennemi avec une prime ou plus sur lui, placez une prime sur Bounty Contracts. Donc là, quand les ennemis arrivent, vous leur mettez des primes dessus, quand vous attaquez avec le Colt, vous avez plus 1 par prime sur l'ennemi. Et les ennemis, ils ont entre 1 et 3 primes. Donc vous avez entre plus 1 et plus 3 en force. Ce qui fait que donc, rien que la valeur de base et cette arme-là, ça fait une attaque avec une force qui est comprise entre 6 et 8. C'est énorme. Et à côté, vous avez toujours la possibilité de booster par ailleurs. Donc vraiment, Tony va être extrêmement bourrin. La réaction, quand vous jouez un des 2 pistolets, vous pouvez jouer l'autre depuis votre main gratuitement. C'est pareil. C'est encore du gain de ressources. C'est le gain d'une action. Et ça fait que vous ne tombez pas à court de munitions de sitôt. Oui, une chose que je n'ai pas dite, si vous tuez un ennemi qui avait une prime sur lui ou plus, vous placez une prime sur Bounty Contracts. Prime qui à un moment donné sera posée sur un ennemi et qui vous rapportera une ressource. Donc Tony, jusqu'à présent, on voit, il est bien bourrin et il génère plein de ressources. Au passage, je suis en train de réfléchir rapidement. Tony, il peut jouer des cartes gardiens, événements ou compétences. Il peut par exemple jouer bien entretenu. Il joue son 38, il pose bien entretenu dessus. Il a fini d'utiliser son 38, il se débrouille pour le défausser. La technique classique du je joue un soutien qui occupe un emplacement de main. Ça me force à défausser un autre soutien qui occupe un emplacement de main. Le pistolet revient dans sa main, il le rejoue rechargé. Sa faiblesse, Tony's Quarry, c'est un ennemi, 4 de combat, 3 de santé, 1 d'évasion, il inflige 1 dégât, 2 horreurs. Génération, le lieu le plus éloigné de Tony Morgan, il est distant. Forcé quand il entre en jeu, mettez une fatalité sur lui. Ensuite, placez une ressource sur lui, depuis la réserve de ressources, en tant que prime. Donc c'est un ennemi. Il est généré le plus loin possible de vous, il a une fatalité dessus, donc il peut faire avancer l'intrigue, mais il a aussi une prime sur lui. La prime sur lui, ça veut dire qu'il va être plus facile à tuer si vous avez vos pistolets. Ça veut dire il est distant, mais vous avez l'action gratuite pour l'engager, vu qu'il a une prime sur lui. Quand vous allez le vaincre, il va vous rapporter des ressources. Et je vérifie un truc. Voilà, il a 3 points de vie. Quand il entre en jeu, Bounty Contracts, vous pouvez lui mettre 3 primes dessus. Donc à ce moment-là, il en a 4. Quand vous l'avez tué, vous avez 4 ressources. Le seul point un peu embêtant, c'est qu'il est dans la zone, enfin dans le lieu le plus éloigné de vous. Il va falloir aller le chercher. Voilà. Alors parlons un petit peu de sa classe secondaire. Il a le choix entre gardien, chercheur ou survivant. Gardien, c'est la classe du combat. Et il est bon en combat. Chercheur, c'est la classe de l'enquête.
Il a 3 de base, donc c'est pas mauvais. Survivant, c'est plutôt la polyvalence. Du coup, moi je me suis dit, il a une force très élevée. Les armes de truand sont pas géniales parce que ça va demander une réussite avec 2 ou plus, parce que ça va filer pour faire un deuxième dégât, ou parce que ça va faire automatiquement 2 dégâts mais ça filera riposte. En général c'est très quelconque, mais là il a 5 de force de base, donc ça devrait quand même lui assurer de ne pas avoir trop de problèmes avec ses armes. Je me suis dit, je veux le jouer en solo, il faut que sa classe secondaire lui amène de quoi trouver les indices. Chercheur, ça semble évident, le truc c'est que chercheur, une bonne partie de ce qui les aide à trouver des indices, de façon régulière, de façon régulière c'est forcément des soutiens, mais ce que je veux dire c'est que pour moi l'armature de la recherche d'indices, ça va être du soutien, ça va être Milan Christopher, ça va être la loupe, ça va être le kit empreinte, ça va être, que je réfléchisse, loupe, etc. Voilà. Alors oui, il pourrait utiliser déduction, il pourrait utiliser, comment ça s'appelle, avoir une piste, walking a hunch, avoir une intuition, quelque chose comme ça. Mais j'étais pas trop convaincu. Du coup, je me suis dit, je vais utiliser des cartes gardiens pour trouver les indices. Comme si je faisais un deck Roland Banks. Roland Banks en solo, il peut trouver des indices grâce aux cartes gardiens. Et donc voilà, au final j'aboutis à ce deck. Ça c'est la version à 0 point d'expérience que je testerai probablement sur la civilisation oubliée. Et si on passe en revue les cartes dans l'ordre, qu'est-ce que ça donne? Le cran d'arrêt. Voilà. Combattre en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. C'est ce que je disais juste avant. Il faut réussir avec une différence de 2 ou plus, mais il part de 5. Alors, certes, si vous avez le pistolet dans une main, le cran d'arrêt dans l'autre, et que votre ennemi a 3 points de vie, vous l'attaquez d'abord au cran d'arrêt. Si vous faites qu'un dégât, vous le finissez avec le pistolet. Si vous faites 2 dégâts, vous le finissez de nouveau au cran d'arrêt. C'est loin d'être la meilleure arme, mais avec une force de base de 5, c'est moins gênant que d'habitude. Le Deringer 41, un petit peu le même raisonnement. Il faut réussir avec une différence de 2 ou plus pour infliger un deuxième dégât, mais ça donne plus 2 et il part de 5. Donc c'est une attaque à 7, normalement il a réussi, et s'il a réussi de 2, il inflige 2 dégâts. Bon, clairement le Deringer 41, il est inclus dans le deck, mais il sera remplacé par une grosse arme à feu. La lampe torche, pour des lieux avec une valeur occulte de 2 ou moins, c'est quand même la quasi-assurance d'avoir un indice. C'est pistolet. Dario Elamine. Alors Dario Elamine, il y a deux intérêts. Dans un premier temps, il va faire gagner des ressources. Or, j'inclus quelques cartes qui jouent sur les ressources possédées. Parce que, après tout, Tony Morgan, je pense qu'il sera assez souvent riche. Et Dario Elamine, c'est aussi plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence. Le plus 1 de volonté, c'est pas du luxe. Tony Morgan, il part de 2. Là, ça le mène à 3. Plus 1 en intelligence, ça lui permettra d'enquêter, entre guillemets, à main nue. Léo De Luca. Alors, on le présente plus, Léo De Luca. En fait, il est pas indispensable dans le deck. Je le mets là, parce que je sais qu'il sera remplacé par Lola Santiago. Furtivité. C'est la civilisation oubliée. Il y a certains ennemis, vous ne voudrez pas les combattre. Tony Morgan, de base, il n'a que 2 en agilité, donc il s'échappe très mal. Je peux pas booster énormément son agilité, donc je lui ai mis furtivité. Alors il faut quand même qu'il fasse un test d'agilité, mais l'ennemi a moins 2 en évasion. Je connais pas les statistiques sur les caractéristiques des ennemis, mais il y a quand même, je pense, la plupart des ennemis doivent être à 2 ou 3. Donc là, ça serait un test à 2 contre 0 ou 1. 2 contre 0, ça veut dire réussi je reprends. Si la difficulté passe à 0, c'est réussi sauf si on pioche l'échec automatique. Si la difficulté c'est 1, on a plus 1 par rapport à la difficulté. On utilisera une carte pour se booster. Le truc, c'est que vous en dégagez, vous en désengagez, mais vous l'inclinez pas. Il ne peut pas vous réengager. Donc ça va quand même être utile pour quand vous devez traverser une zone,
je vais jouer à civilisation oubliée, je suis dans un lieu, il y a un ennemi, j'utilise furtivité, l'ennemi est désengagé, il peut plus me rengager, vite, je fais mon action d'exploration, je réussis mon exploration, je suis dans un nouveau lieu, et l'ennemi ne peut plus me rengager. S'il est chasseur, il est un lieu derrière moi. Voilà. Relation influente, comme je disais, Tony Morgan il sera riche, d'autant plus qu'il utilisera Dario à la mine. Donc, incliner relation influente plus 1 par lot de 5 ressources qu'on possède, normalement assez rapidement, j'ai perdu le fil, ça devrait donner plus 1, plus 2, bon le plus 3 peut-être pas, mais ça va être un bonus polyvalent pour ce qui vous pose problème à un moment donné. Vous devez à tout prix échapper à un ennemi, et vous boostez votre test de furtivité avec relation influente, vous piochez une faiblesse qui vous demande de faire un test de volonté avec une difficulté de 4, vous boostez votre volonté, etc. Whisky du Tennessee, ça c'est pour le bonus de volonté lors des tests sur une carte traîtrise. Il y a une carte traîtrise vraiment difficile, vous avez 2 de base, vous donnez plus avec le whisky du Tennessee, Dario à la mine de façon passive il vous donne 1, vous êtes à 5 maintenant, c'est quand même déjà plus efficace. Alors les événements, voilà, c'est là qu'on voit la classe secondaire en chasse. Donc comme je le disais, je suis parti sur l'idée de trouver des indices grâce aux cartes gardiens. La fameuse technique du « je génère un ennemi dans mon lieu » et c'est ça qui me rapporte des indices. Donc voilà, en chasse, vous vous assurez de piocher un ennemi. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une carte ennemie dans les 9 premières cartes, mais ça vous évite un test qui serait difficile pour vous, ça vous donne un ennemi que vous tuez normalement sans problème. Quand l'ennemi arrive, vous lui mettez des primes dessus, les primes, ça vous rapportera des ressources. Si vous avez votre colt, les primes, ça rendra l'ennemi encore plus facile à vaincre. Et ça combote avec les cartes qu'on verra après. Explosion de dynamite, belle classique. Vous avez un ennemi très coriace dans votre lieu ou dans un lieu connexe, ou alors plusieurs ennemis dans votre lieu ou dans un lieu connexe, hop, explosion de dynamite, et ça rend la suite du combat plus facile, plus rapide surtout. Alors par contre, là, Tony Morgan, il n'aura pas accès au niveau 2. Du coup, il se prendra les attaques d'opportunité. Insaisissable, le classique, je dois à tout prix être à un endroit parce que c'est la fin du scénario, parce que d'un coup je me rends compte que je dois être à l'autre bout du plateau, ou alors il faut que j'abandonne, bon, insaisissable, pour aller sur la carte qui m'intéresse. Tant qu'il n'y a pas d'ennemis. 2 planques, oui. Pour la génération de ressources, donc là, 2 planques, ça fait 6 ressources en tout. Bounty Contracts, c'est 6 ressources. À côté de ça, si on regarde, est-ce que je peux le mettre en surbrillance? Non, bon. Le coût des cartes, on a 18 cartes qui coûtent 2 ou moins. Donc, en moyenne, les cartes ne sont pas chères. C'est-à-dire que les ressources qu'on gagne, c'est ce qui boostera c'est ce qui augmentera le bonus du soutien relation influente. Preuve. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu, voilà, ce que je disais, des cartes gardiens pour trouver des indices. Vous jouez en chasse, un ennemi est généré dans votre lieu, vous lui mettez, mettons qu'il a 3 points de vie, vous lui mettez 3 primes dessus, vous l'attaquez au cran d'arrêt, vous le faites perdre 1 point de vie, vous l'attaquez au pistolet, vous lui faites perdre 2 points de vie, vous gagnez 3 ressources, vous mettez, que je dise pas de bêtises, vous mettez une prime sur Bounty Contracts, maintenant vous jouez preuve et vous avez un indice. Rapport des services de renseignement, vous payez pour avoir des indices. 2, 4 ou 6 pour trouver 1 ou 2 indices dans votre lieu ou dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Scène de crime, vous jouez en chasse, vous générez un ennemi dans votre lieu, première action, vous jouez scène de crime, vous prenez 2 indices. En solo, 2 indices, c'est quand même... il n'y a pas beaucoup de lieux avec plus de 2 indices. Les lieux avec plus de 2 indices par investigateur, ça va être des lieux de fin de scénario. Se préparer au pire, le classique, vous commencez la partie, vous n'avez pas d'armes, il y en a quand même 5 dans le deck, vous allez en chercher une. Compétence coup vicieux, voilà, parce que
parce que moins on fait d'attaque, mieux c'est. Vous avez un ennemi qui a 3 points de vie, vous le générez, vous lui mettez 3 primes dessus, vous l'attaquez au pistolet, ok c'est bien, c'est très efficace, mais le pistolet de base ne fait que 2 dégâts. Et puis cran pour les tests de volonté. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de compétences pour booster l'enquête, mais entre la lampe torche, entre Dario et la mine, relations influentes, rapport des services de renseignement, preuves et scènes de crime, je me dis que quand même ça devrait être bon. Si on regarde rapidement, ah bah tiens d'ailleurs, l'icône de compétence le plus présent c'est l'icône d'intelligence, ensuite c'est la force, ensuite la volonté. Si on regarde quelques essais de tirage, le temps que ça se charge, voilà, main de départ, qu'est-ce que ça donne? Dario et la mine, le Colt, preuve, Léo De Luca, explosion de dynamite. Voyons voir. Ouais, Léo De Luca, je sais qu'une action plus c'est super, mais là c'est vraiment, il est là pour garder la place pour Lola Santiago. Donc disons que je le remplace, je remplace l'explosion de dynamite, voilà. Insaisissable, un autre Dario la mine. Ok. Autre exemple, là c'est pareil, je remplace Léo De Luca, je remplace l'explosion de dynamite parce qu'on n'a pas besoin de début de partie. Il me reste le pistolet, le cran d'arrêt et furtivité. Ouais. En chasse et preuve. Pour le moment, j'ai que des mains intéressantes. Faiblesse de base aléatoire, elle est immédiatement remplacée. Alors là, c'est un petit peu différent. Parce que j'ai planque dans ma main de départ. Donc je pourrais jouer planque pour jouer Léo De Luca. Et ensuite, il me resterait 2 actions. Bon, par contre, là, je manque d'armes. Rapport des services de renseignement, je le garde. Parce que si le premier acte, ça demande d'avoir 3 indices, rapport des services de renseignement, ça peut m'en fournir 2 sans que je fasse d'action, sans que je fasse de test plutôt. Donc intéressant. Disons, je remplace... Ah oui, puis il y a scène de crime. Oui, donc avec cette main-là, en l'état, si l'acte 1 demande 3 indices, j'ai 2 cartes en main pour trouver 3 indices sans test. Disons que le whisky du Tennessee, c'est pas une priorité, que je préfère avoir une arme. Un autre Léo De Luca, bon, ça c'est un peu gênant. Qu'est-ce que j'ai par la suite? Relation influente, ok. Cran d'arrêt. Autre exemple de main. Rapport des services de renseignement, Dario et la mine. Furtivité, preuve, whisky du Tennessee. Je vais remplacer preuve et whisky du Tennessee. Waouh. Très mal mélangé. Alors là, il faut que je m'équipe, donc je vais remplacer, je vais garder uniquement bien connecté. Faiblesse de base, elle est remplacée. Ouais, je manque d'une arme. Bon, enfin voilà. Voyons maintenant le même deck, mais une fois 35 points d'expérience récoltés. Alors assez logiquement, le cran d'arrêt, je l'ai remplacé par le niveau 2, parce qu'il fournit plus 2 de force. L'outil de crochetage, il remplace de mémoire un exemplaire de rapport des services de renseignement. C'est de l'enquête avec un bonus égal à l'agilité, c'est-à-dire de base plus 2. Et il faut réussir avec 2 ou plus pour ne pas perdre une provision de l'outil de crochetage. Ça va être efficace s'il y a un lieu à valeur occulte assez élevée que vous n'avez pas de carte pour trouver l'indice sans test. La sulfateuse en remplacement du Deringer 41, parce que vous pouvez être confronté à un ennemi puissant. Je vérifie. Oui voilà, vous avez 4 munitions. Dans votre tour, vous avez 3 actions. Première action, la sulfateuse, vous attaquez de base. Vous êtes quand même à 7, vous attaquez à 7, voilà, avec la sulfateuse, 5 de base plus le bonus de plus 2. Si vous voulez pas rater votre tir, vous pouvez dire j'utilise 2 actions et je fais une attaque à 9. Suggestion à la place de furtivité. Il faut l'incliner, donc ça marche qu'une fois par tour, mais on échappe avec un bonus égal à la volonté. De base, c'est plus 2. Alors furtivité, ça diminuait de 2 la difficulté, donc c'est mieux de diminuer de 2 la difficulté que de donner un bonus de plus 2. Sauf que la volonté, avec Dario et la mine, elle est de 3. Et en plus, il y a un autre intérêt avec cette carte-là. Quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque. Donc vous allez échapper à des ennemis et annuler les attaques d'autres ennemis. Ça peut arriver, on se retrouve dans une situation, on échappe à un ennemi, mais il nous réengage avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit.
Des fois c'est important d'être très rapide, il y a un ennemi, bon bah tant pis, on se prend une attaque d'opportunité, là vous pouvez annuler l'attaque. Léo De Luca, je l'ai remplacé par Lola Santiago. Lola Santiago, elle donne plus en intelligence et plus en agilité, et comme action rapide, vous l'inclinez, vous dépensez X ressources, vous découvrez un indice dans le lieu, X est la valeur occulte du lieu. Donc un bonus de plus en intelligence, toujours appréciable, plus en agilité, appréciable pour la civilisation oubliée. La combinaison des deux, c'est un +2 pour une enquête à l'outil de crochetage. Et comme normalement Tony Morgan il a plein de ressources, eh ben, il va pouvoir utiliser la capacité de Lola Santiago. Il entre dans un lieu, la valeur occulte est 2, il y a un indice, eh ben, il prend pas d'action, IP2, il récupère l'indice. Il entre dans un lieu, la valeur occulte est de, je sais pas, mettons 4, eh ben, il utilise la lampe torche, la valeur occulte passe à 2, avec Dario Elamine et Lola Santiago, il est à 5 en intelligence, donc il fait une enquête à 5 contre 2, et pendant l'enquête, il dépense 2 ressources pour trouver un indice automatiquement avec Lola Santiago. Whisky du Tennessee, ben je l'ai amélioré pour avoir +3 en volonté au lieu de +2. Je suis pas trop convaincu à voir la longue. Charisme pour cumuler les deux alliés. Obol pour Caron pour avoir de l'expérience plus vite, en faisant attention surtout à ne pas être vaincu. Mais bon, j'apprécierai moins une fois que j'aurai perdu la campagne, bien sûr, mais j'apprécie cette idée qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Voilà. Événement, une planque qui a été remplacée par une série gagnante. Vous dépensez 3, vous gagnez 10, vous avez fait un bénéfice de +7. Ça sera bien pour relations influentes et pour acheter les indices avec Lola Santiago. Et toujours sur ses gardes, en remplacement je pense de l'autre planque. Bon, jouer 3 soutiens depuis la main, c'est pratique. Début de partie, vous jouez en une action, que je regarde, cran d'arrêt, lampe torche et Dario Elamine. Ou Dario Elamine, relations influentes et suggestions. Voilà, bon je vois pas trop que dire de plus sur ce deck, que je ne compte pas jouer dans l'immédiat. Alors il y a plusieurs choses, déjà il faudrait que la boîte sorte. Ensuite quand la boîte sortira, je suppose que je serai amené à faire des modifications. Ça m'étonnerait, et j'espère que non, j'espère que ça ne sera pas le cas, ça m'étonnerait que sur les 4 cartes truands, il n'y en ait aucune qui soit intéressante avec Tony Morgan. Ensuite, parce que vous voyez tous les points d'interrogation qu'il y a à côté des noms de cartes, c'est la façon qu'a ArkhamDB de dire vous avez mis une carte dans votre deck mais vous ne la possédez pas. Que je regarde... Il n'y en a pas beaucoup là, mais voilà, Whisky du Tennessee, il vient du pack pour le bien commun et je ne l'ai pas encore acheté. Et comme je le disais dans une autre vidéo, je ne pense pas faire de nouveaux achats, à part les boîtes de base, les boîtes de début de campagne, je pense pas faire de nouveaux achats pour Horror Arkham avant un certain temps. Du coup, je ne serai pas en mesure de construire ce deck. Mais je trouvais intéressant de vous le montrer. Je l'ai mis sur le forum non officiel, je mettrai sûrement la vidéo en lien sur le forum non officiel. Alors, est-ce que j'essaierai de faire des listes de decks Tony Morgan avec une autre classe secondaire? Je sais pas. Chercheur, ça me motive pas particulièrement. Peut-être que je regarderai un peu ce que ça peut donner avec survivants. Parce qu'après tout, les survivants ont des événements bien performants. Vous allez avoir, par exemple, que je dise pas de bêtises, vous avez regardé ce que j'ai trouvé, vous faites une enquête, vous la ratez, vous avez 2 indices. Vous avez chanceux, vous avez apprendre de ses erreurs, vous allez avoir l'équivalent d'arme improvisée, le nom m'échappe, winging it, faire avec les moyens du bord, voilà. Vous allez faire avec les moyens du bord pour les enquêtes. Vous avez éventuellement des événements ou des compétences qui vous font annuler des pions du chaos ou remplacer des pions du chaos. Donc ça peut être intéressant. Bon voilà, ça fait 40 minutes d'enregistrement à peu près. Je suis pas entré dans les détails. J'ai pas filmé le moment où je constituais le deck. J'ai constitué, je crois, 2 decks après celui-là. Pareil, j'ai pas eu envie de m'enregistrer parce que des fois je sais ce que je veux et ça va très vite. Je dis bon, carte numéro 1, 2 exemplaires pour le combat, carte numéro 2 en 2 exemplaires, puis ensuite je rajoute ça pour la génération de ressources, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis des fois je sais pas trop vers où je vais. Je teste, je mets toutes les cartes intéressantes, j'ai 60 cartes dans le deck, et il me faut 45 minutes pour redescendre à 30. Donc, c'est pas forcément très intéressant.
Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, ça sera la première vidéo à recevoir un petit habillage, mais vraiment un truc très sommaire. Et puis, bon. Alors là, j'ai fait plusieurs vidéos dernièrement, je pense pas que j'en ferai non plus encore beaucoup avant 1 ou 2 semaines. Voilà, donc je vous dis bonne journée à la prochaine, au revoir. Et surtout, oui, si vous avez un commentaire à faire, une question à poser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner ou à conseiller la chaîne à un ami qui pourrait être intéressé par le contenu. Voilà, à la prochaine.